Non, moi ça me va. Ouais. C'est bien. Ouais. Je vais être de pied, il faudra juste regarder la personne qui est par là. Tu veux que je règle la chose avec le mec là? Ouais, comme tu veux. Je sais pas, c'est moi qui vois. Ça vous va le cadrage? Je peux être entouré de personnes ou pas? C'est possible. Il faudra qu'elle soit assise parce que ça sera Oui, des bien sûr, instruments. on va s'asseoir. Ouais. Oui, c'est pour l'instant un peu en retrait. Ouais, peut-être mettre personne devant. Là, c'est bon. Je me tourne un peu de côté. On voit bien les drapeaux. Ouais. Oui, ok. Vous me dites quand c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon pour moi. Ok, merci beaucoup. Donc juste un petit point. À l'issue de ce conseil informel des ministres de l'Intérieur européens, c'était un conseil informel, et un conseil formel qu'on appelle les conseils JAI, qui réunit les ministres de la Justice et des Affaires intérieures, qui se tiendra le 1er octobre à Bruxelles. Donc là, nous sortons à l'instant d'un conseil informel qui s'est tenu en visioconférence, qui a réuni sous la présidence irlandaise, donc qui préside l'Union actuellement, qui a réuni donc l'ensemble des ministres intérieurs de l'Union européenne, avec un certain nombre d'ailleurs de pays associés. Vous savez que ce conseil s'est tenu à la demande d'un certain nombre d'États, dont le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, qui s'en était entretenu avec le président de la République française Emmanuel Macron. Donc ils avaient évoqué la possibilité de ce conseil, qui s'est donc tenu à l'instant, et donc qui sera suivi d'un conseil formel. Donc quand je dis informel, ça veut dire que ça n'était pas un conseil décisionnel. C'était un moment de discussion suite à la crise de Ceuta, un moment de discussion entre tous les États qui était assez important compte tenu des divisions qui semblaient se faire jour. Il était important qu'on ait ce temps d'échange. Il a duré 3 heures, donc ça a été extrêmement intéressant, évidemment. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que tous les États membres, tous sans aucune exception, ont marqué leur solidarité avec l'Espagne. Et ils ont salué la gestion qui avait été celle du gouvernement espagnol, et notamment de son président, évidemment, Pedro Sánchez, et du ministre de l'Intérieur. Donc tout le monde a salué cette gestion espagnole et la coopération remarquable avec le Maroc. Donc ça me paraît important de le dire. À cet égard, lors de ce conseil, le ministre de l'Intérieur espagnol nous a annoncé qu'il y avait eu 75 corps retrouvés à date et que ce bilan n'était qu'un bilan provisoire. Évidemment, la plupart des États membres ont marqué évidemment beaucoup d'empathie avec cette situation, avec ce qui est un drame, avec ce décès d'ores et déjà de 75 personnes. Et encore une fois, il a bien insisté sur le fait que c'était un bilan provisoire. Il s'agit de corps qui ont été retrouvés. Le ministre de l'Intérieur espagnol, donc Fernando Marlasca, est revenu très largement, évidemment, sur les événements, la façon dont les choses se sont passées. Il a évoqué donc cet afflux massif de migrants au 30 juillet, beaucoup arrivant sur l'enclave de Ceuta à la nage. Il a évoqué surtout le fait que la plupart de ces migrants étaient retournés dans leur pays. Il a évoqué un chiffre de plus de 70 000 personnes qui avaient reflué, qui étaient retournées, donc notamment au Maroc. Il a évoqué aussi également les mesures qui ont été prises pour endiguer ce phénomène, des mesures immédiates, les mesures d'urgence, avec un renforcement de la présence policière, qu'il s'agisse de la police nationale espagnole, de la Guardia Civile espagnole et évidemment de forces armées également. Donc des mesures qui ont été prises pour renforcer la sécurité immédiatement donc, sur Ceuta. Et par ailleurs, il a annoncé qu'un barrage flottant, puisque vous savez que beaucoup de migrants sont venus en fait à la nage, c'est d'ailleurs dans ces conditions, malheureusement, qu'on déplore d'ores et déjà 75 personnes décédées. Il a mis en place un barrage flottant qui permettra de contourner une décision, enfin de s'adapter plus exactement à une décision de la Cour suprême espagnole qui considérait que les personnes qui arrivaient à la nage pouvaient ne pas être refoulées immédiatement.
ce que le ministre de l'Intérieur espagnol considère que cette décision a pu être utilisée par des réseaux de passeurs pour générer ces afflux de migrants sur l'enclave de Ceuta. Donc il y a un barrage qui vient d'être confectionné et qui permet de s'adapter à cette décision, qui ne trouvera donc plus lieu à s'appliquer puisqu'il existe maintenant un barrage physique, une frontière physique, y compris en mer, avec ce barrage flottant qui a été érigé. Nous avons tous et toutes également convenu que la question de l'espace Schengen n'était pas vraiment le problème, mais plutôt la solution d'une manière générale. Et il a été rappelé d'ailleurs au cas d'espèce que l'enclave de Ceuta obéit à des règles particulières au sein de l'espace Schengen, puisqu'il y a des contrôles très stricts, entrée et surtout sortie vers le continent. Et tous les États ont évidemment reconnu, et en premier lieu l'Espagne, mais tous, qu'il n'y avait eu aucune traversée de la mer Méditerranée, il n'y avait aucune pénétration sur le continent à l'issue de cette crise, de cette arrivée massive de migrants sur l'enclave de Ceuta. Donc voilà pour les faits. Tous les États, évidemment, ont déploré qu'à la faveur de la circulation d'un certain nombre d'images, on ait eu un certain nombre d'ingérences informationnelles d'États étrangers qui ont utilisé ces images, évidemment, pour critiquer la politique de gestion migratoire de l'Union européenne, essayer de diviser les États membres entre eux. Et évidemment, tous les États ont déploré, tous les États membres, tous les ministres de l'Intérieur des États membres ont déploré l'utilisation qui a pu être faite de ces images pour diviser l'Union européenne. Et tous les États ont convenu que c'était vraiment le pire des maux, qu'il fallait absolument éviter cette division. En tout cas, pour ce qui me concerne, quand je l'ai dit, quand je me suis exprimé, je l'ai dit très clairement, mais j'y reviendrai. Concernant la position que j'ai exprimée, celle de la France, c'est évidemment de rappeler à mon tour ma solidarité avec l'Espagne, le fait de saluer évidemment la coopération qui s'était mise en place avec le Maroc et de rappeler que nous étions à disposition des autorités espagnoles pour venir en soutien ou renforcer, le cas échéant, Frontex s'il le fallait. Donc voilà, j'ai rappelé, comme l'avait fait d'ailleurs le président de la République auprès de Pedro Sanchez lorsqu'ils se sont parlé vendredi après-midi, dans cette séquence vendredi après-midi où le président de la République a échangé avec le président du gouvernement et moi avec mes deux homologues espagnols et italiens. J'ai rappelé également à l'occasion de ce conseil que nous avons renforcé, comme vous le savez, les frontières, le contrôle des frontières sur la frontière franco-espagnole, comme nous l'avions d'ailleurs annoncé. Je rappelle que le contrôle des frontières terrestres, il est rétabli par la France depuis 2015, tous les 6 mois, échéance régulière, et c'est un contrôle qui est déjà en place. Nous avons simplement décidé de le renforcer de manière significative à la suite de ces événements pour contrôler les mouvements secondaires. Bien sûr, c'était lié à cette crise naissante, mais c'est lié d'une manière générale à un meilleur suivi du contrôle des mouvements secondaires. Ce qu'on appelle les mouvements secondaires, ce sont des entrées irrégulières d'étrangers sur le territoire de l'Union européenne et qui cherchent ensuite à gagner la France, notamment pour se projeter vers le Royaume-Uni pour une partie d'entre eux. Donc en renforçant les contrôles aux frontières franco-espagnoles, c'est ce qui a été fait. Nous luttons mieux contre ces mouvements secondaires et c'est ce qui a été fait dès vendredi en renforçant encore plus cette présence. Je tiens à dire qu'en accord avec mon homologue italien avec lequel je me suis entretenu vendredi après-midi, des mesures qu'il était envisagé de prendre, nous avons aussi décidé de renforcer les contrôles frontaliers terrestres sur la frontière franco-italienne. Bon. Pour la frontière franco-espagnole, j'ai donné le chiffre qui reste évidemment d'actualité. Ça a été un renfort immédiat de 334 personnes, notamment des forces mobiles qui se sont déployées sur cette frontière. Il y a 5 forces mobiles actuellement qui assurent un contrôle des 37 points de passage autorisés qui existent sur la frontière franco-espagnole, entre le département des Pyrénées-Orientales et le département des Pyrénées-Atlantiques, sur tout ce linéaire. Ils sont renforcés à compter de demain par la mise en œuvre donc, de la force frontière d'intervention rapide qui va mobiliser 186 personnels supplémentaires qui vont être affectés au contrôle de la frontière et aussi à des contrôles dans la profondeur. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire sur ce qui a été dit sur ce Conseil. Pour compléter mon propos, je voudrais dire aussi que tous les États se sont félicités, puisque évidemment cet événement donne lieu à des critiques partout dans le monde de ce que serait la politique migratoire de l'Union européenne. Tous les États, évidemment, se sont félicités de ce que les entrées
d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire de l'Union européenne avait baissé de manière significative. Moins 55% au cours des années des 2025, enfin on va dire des 2 dernières années. Depuis 2026, depuis le début de l'année 2026, cette baisse continue puisque nous sommes à moins 37%. L'Espagne enregistre une baisse de moins 31%. Et vers les Canaries, qui était un lieu de projection des migrants extrêmement important, lieu de destination des migrants extrêmement important, la baisse est de moins 60%, hein, donc depuis le début de l'année. Donc il faut le signaler et tout le monde s'en est félicité. Il y a une politique migratoire de l'Union européenne, bien sûr, il reste beaucoup de choses à faire, évidemment, mais il y a des succès significatifs et tous les États membres l'ont souligné, sans aucune exception, même si, comme toutes et tous, la France a évidemment dit qu'il fallait poursuivre ses efforts. Globalement, sur les mesures à mener, bon, même si aucune décision n'a été prise, je tiens à le dire, c'était un conseil informel. Tous les pays convergent sur l'idée qu'il faut, et c'est ce qu'a écrit Madame la Présidente de la Commission européenne à Pedro Sanchez, sur le fait qu'il fallait évidemment renforcer notre lutte contre les réseaux de passeurs qui jouent un rôle énorme dans l'entrée, majeure même dans l'entrée sur le territoire de l'Union européenne d'étrangers en situation irrégulière. La lutte contre les réseaux de passeurs, le démantèlement de filières, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui passe évidemment par l'action que mènent l'ensemble des services de police, et pour ce qui nous concerne de gendarmerie, mais pour l'ensemble des forces de sécurité intérieure de l'ensemble des États membres, c'est un travail énorme, mais qui passe aussi par un travail bien évidemment en amont, de démantèlement des réseaux, aussi évidemment dans les pays d'origine, dans les pays de transit. Et ça, c'est quelque chose évidemment sur lequel l'ensemble des États ont insisté, au même titre qu'ils ont insisté sur la nécessité de renforcer le contrôle aux frontières extérieures, le fait de renforcer évidemment la politique de retour, et de ce point de vue, le règlement de retour, hein, qui est en cours d'adoption et qui sera transposé à compter de la fin de l'année et sur une durée d'1 an, y compris sur le territoire national. Donc c'est un outil qui va être extrêmement important. Et beaucoup ont insisté évidemment sur le travail de coopération avec les pays tiers pour favoriser le développement et éviter ces phénomènes migratoires. Donc voilà quelques axes, quelques pistes de travail qui ont été lancées, qui encore une fois sont déjà des pistes de travail qui sont mises en œuvre, mais l'ensemble des États membres ont indiqué que c'était évidemment quelque chose d'extrêmement important qu'il fallait poursuivre dans cette voie. Je tiens à dire une chose aussi également extrêmement importante, c'est que l'ensemble des États membres se sont félicités de l'adoption du pacte asile-migration, qui instaure, comme vous le savez, une procédure d'asile à la frontière pour les premières entrées sur le territoire de l'Union européenne. Donc l'ensemble des États se sont évidemment félicités de ce pacte qui, par ailleurs, permet de renforcer les frontières extérieures, qui facilite également le mécanisme dit de Dublin, c'est-à-dire un mécanisme qui permet quand un demandeur d'asile se présente sur une seconde fois dans un État membre de l'Union européenne et qu'il a déjà été enregistré dans un autre État, qu'on puisse le renvoyer dans cet État. Le pacte asile-migration facilite cette procédure Dublin, il la raccourcit, il en facilite la mise en œuvre. Et donc c'est un pacte qui comporte donc un certain nombre de règlements et une directive, 9 règlements, une directive, et sa mise en œuvre est extrêmement importante aux yeux de l'ensemble des États membres. Il y a pas mal de règlements qui renforcent aussi les contrôles sécuritaires, ce qu'on appelle le filtrage, à l'entrée de l'Union européenne, mais aussi au sein de l'Union européenne. Quand un étranger en situation irrégulière est interpellé, on a des facilités de renforcer le suivi, des facilités d'imposer le recours à la biométrie. Et donc l'ensemble des États membres ont considéré que l'application de ce pacte asile-migration, qui a été voulu par tous, était indispensable. Je rappelle que pour la France, il est entré en vigueur le 12 juin dernier, ce pacte, qu'il est appliqué, mais qu'il nous reste encore un certain nombre de mesures législatives à prendre. Et notamment celles qui permettent de retenir à la frontière des demandeurs d'asile avant qu'ils ne pénètrent sur le territoire national, quand on considère qu'ils proviennent de pays d'origine sûrs, quand on considère qu'ils comportent une menace pour l'ordre public, ou quand on considère que leur demande est abusive. On a la possibilité soit de déclarer la demande irrecevable, soit de l'examiner à la frontière. C'est-à-dire que la personne ne pénètre pas sur le territoire national. Je le dis à dessein parce que le gouvernement français a demandé la transposition par ordonnance de certaines de ces dispositions, notamment celles qui permettent de retenir des personnes à la frontière, et que si le Sénat a autorisé le gouvernement à prendre ces mesures de nature législative par ordonnance, l'Assemblée aura à se prononcer à l'automne. Et d'ores et déjà, la Commission des lois
avec le concours des voix du Rassemblement national et de la France insoumise, a rejeté ce pacte et notamment ces mesures qui permettent de retenir à la frontière des étrangers qui déposent une demande d'asile et dont on considère qu'il vaut mieux instruire leur demande pendant qu'ils se trouvent retenus à la frontière que qu'ils aient pénétré sur le territoire national. Et donc pour nous, ce pacte revêt maintenant une importance extrêmement forte dans sa mise en œuvre. Voilà donc évidemment tout le monde également a salué l'avancée de la discussion en cours sur le règlement retour, qui, comme vous le savez, pour les retours supprime donc le délai de départ volontaire et surtout donne aux forces de sécurité intérieure des prérogatives accrues, notamment en termes de recherche sur la téléphonie, pour mieux identifier les réseaux de passeurs. Et donc ce sera un texte extrêmement important que, contrairement d'ailleurs à ce que j'ai pu entendre, lire ou voir ici ou là, la France est absolument favorable à l'application du règlement retour. Bien au contraire, elle en a été à l'initiative et nous appliquerons évidemment ce règlement retour. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Évidemment, sur le territoire national, la France contribue, je l'ai dit, au travers de la lutte contre les mouvements secondaires, la lutte contre l'immigration illégale. Nous démantelons des réseaux de passeurs et nous interpellons énormément d'étrangers en situation irrégulière. Il faut évidemment s'en féliciter, avec une collaboration, et je tiens à le souligner, je l'ai dit à mes deux homologues vendredi lorsque je me suis entretenu avec eux, avec une collaboration remarquable de l'Espagne, qui procède à 88% des réadmissions, c'est-à-dire lorsque nous interpellons des étrangers en situation irrégulière, un peu moins de 6 000 depuis le début de l'année, dans 88% des cas, ils sont réadmis en Espagne, et une coopération exemplaire également avec l'Italie, puisque dans plus de 90% des cas, il y a réadmission en Italie pour les étrangers en situation irrégulière que nous interpellons à la frontière. Et c'est environ 12 000 depuis le début de l'année. Donc il faut s'en féliciter. Et ça veut dire que nos services à la frontière travaillent, contrairement à ce que l'on entend dire, pour lutter contre l'immigration illégale. Je terminerai simplement en disant deux choses. La première, j'entends aussi également dire, là en ce moment, c'est un autre sujet, mais qui peut être lié. J'entends dire que, évidemment, nous enregistrons une augmentation des traversées de la Manche par des migrants qui veulent se rendre au Royaume-Uni et qui traversent donc notamment en utilisant des bateaux qu'on appelle les small boats ou des taxi boats maintenant, et qui traversent donc la Manche pour se rendre au Royaume-Uni. Comme vous le savez, nous avons un accord de coopération avec le Royaume-Uni qui d'ailleurs finance un certain nombre de nos effectifs, de nos moyens matériels, de nos moyens aériens pour mieux lutter contre ces traversées. D'abord parce qu'elles se font au péril de la vie de ces personnes. Et on l'a vu encore récemment, nous avons eu à déplorer le décès de 4 personnes qui ont été piétinées sur un small boat. Et donc c'est évidemment 3 femmes en l'occurrence, dont 3 femmes en l'occurrence, ce qui est évidemment dramatique. Et donc nous luttons contre ces traversées. J'entends dire du côté de partis extrémistes du Royaume-Uni qu'ils veulent venir sur le territoire national, escorter nos bateaux, qu'ils viennent mener des actions de propagande sur le territoire national, que la France ne ferait pas tout ce qu'elle devrait pour le faire. Je tiens à dire que depuis le début de l'année, en partenariat évidemment avec les services, les forces de sécurité britanniques, depuis le début de l'année, le nombre de traversées réussies a été de 160, il était de 413 à la même période, ce qui constitue évidemment, comme vous pouvez le noter, une baisse significative. 413 traversées réussies à la même période de l'année, nous sommes passés à 160. Que le nombre d'individus qui ont réussi à traverser, il était de 24 000 l'année dernière à la même période, il est tombé à 10 000. Et que le taux d'échec des traversées, qui était de 58%, c'est-à-dire 58% de traversées empêchées, est maintenant passé à 65% depuis le début de l'année, notamment, pas que, mais notamment grâce à la nouvelle doctrine que nous avons mise en œuvre d'interception des navires en mer. Voilà, donc vous dire que donc l'effort de la France pour lutter contre l'immigration illégale est fort, que empêcher les traversées sur la Manche, ça dissuade les migrants de se rendre sur le nord de la France et d'essayer de se rendre au Royaume-Uni, et donc ça dissuade les mouvements secondaires. Voilà, ce sont des actions globales qui sont menées au niveau du territoire de l'Union européenne et auxquelles la France prend évidemment toute sa part. Voilà, pour conclure, le message que j'ai adressé, moi ce matin comme ministre de l'Intérieur représentant le gouvernement français à ce Conseil, c'était le message qui est celui de la France, qui a été rappelé par le président de la République vendredi après-midi, qui a été rappelé à Pedro Sanchez, qui a été rappelé à la présidente de la Commission. C'est un message de responsabilité. C'est-à-dire que la France entend jouer évidemment tout son rôle dans la lutte contre l'immigration illégale, mais c'est aussi un message de solidarité. Responsabilité et solidarité. Solidarité auprès des pays quand ils sont dans le besoin, quand ils ont affaire à un afflux de migrants. L'Espagne, en son temps, a joué ce rôle. Quand il y a eu d'autres États qui ont été concernés, tout le monde a en tête Lampedusa.
la France a joué son rôle, l'Espagne a joué son rôle. Voilà, l'Union européenne, c'est un territoire de solidarité. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Et j'ai rappelé à cet égard que les dissensions qui avaient pu se faire jour il y a encore quelques jours pendant tout le week-end n'étaient pas les bienvenues, puisqu'un certain nombre de pays qui pratiquent l'ingérence étrangère savent utiliser les images qu'on a vues à Ceuta, savent utiliser les positions divergentes des uns et des autres pour finalement attaquer l'Union européenne, et qu'aucun État membre n'avait intérêt à la division et que tous avaient intérêt à la solidarité. Ce que j'ai entendu ce matin, de ce point de vue, était très rassurant. Voilà, très rassurant. On a eu des messages de grande solidarité. Oui, il reste beaucoup à faire, on en est parfaitement conscient, mais tout ça va se faire dans la plus grande solidarité. Et je me félicite de la tenue de ce conseil informel. Je me félicite qu'il ait pu se tenir et je me félicite surtout de ce que j'y ai entendu. Voilà. Comment vous expliquez ce revirement justement de certains pays, on pense à l'Italie qui avait critiqué Pedro Sanchez. Comment vous expliquez, vous avez dit que tout le monde avait exprimé sa solidarité sur félicité sa gestion de la crise de Ceuta. Comment vous expliquez que ce matin il y ait un tel changement de ton? Il n'y a pas eu de remise en cause. L'Italie n'a pas annoncé qu'elle remettait en cause la mesure qu'elle avait prise de suspendre l'Espagne du système Schengen pour ses ports et ses aéroports. Il n'y a pas eu de revirement. Il y a eu simplement une reconnaissance que l'Espagne avait bien géré cette crise, l'avait gérée efficacement, qu'il y avait eu des reflux massifs, qu'elle avait pris les bonnes mesures pour renforcer le contrôle à sa frontière, qui est la frontière extérieure de l'Union. Donc tout le monde est évidemment attentif à cela. Évidemment qu'il y a eu un certain nombre de pays qui ont pu certains ont pu dire attention aux mesures attractives qui peuvent être prises ici ou là. Donc d'autres, comme l'Espagne ou d'autres pays qui étaient solidaires de l'Espagne, ont pu dire que la division n'avait pas sa place au sein de l'Union européenne, que signer une lettre à 22 pour demander une réunion sans faire référence à la solidarité, sauf à la fin du courrier, sans rappeler que Ceuta est un territoire qui obéit à des règles particulières au sein de l'Union européenne et dans l'espace Schengen, ce n'était pas forcément opportun. Voilà, certains, on s'est dit les choses, hein, tout n'a pas été... voilà, on s'est aussi dit les choses. Mais globalement, tout le monde a reconnu la nécessité qu'il fallait prendre des mesures supplémentaires, celles que j'ai dites, que tout le monde allait dans la même direction, et tout le monde a souhaité qu'il y ait un message de solidarité entre tous et qu'on offre une image de l'Union européenne qui soit une image des États membres, enfin des États membres de l'Union européenne qui soit une image unie et de solidarité. Voilà, il n'y a pas de revirement. Il y a simplement une convergence de vues sur le fait qu'il ne fallait pas se diviser et qu'il fallait continuer à mener ce que nous avons lancé. Qu'il s'agisse évidemment de l'action de Frontex, l'action des agences, la mise en œuvre du pacte asile-migration, le futur règlement retour. Voilà, tout le monde a considéré que c'était indispensable de mener à bien ces chantiers. Bien sûr, il y aura des conseils à venir. Il y a un conseil le 1er octobre, il y aura un conseil européen le 15 octobre aussi. Évidemment que sans doute d'autres mesures seront discutées. Mais au cas d'espèce, ce matin, j'ai trouvé que la réunion était très consensuelle. Aussi une manière de s'affaiblir et de donner en fait une force à ces pays pour une force de manipulation et l'utilisation d'installer un rapport de force avec l'Europe. Non, enfin, les centres de retour, tel que le règlement européen est en cours de discussion, c'est une possibilité optionnelle. La mesure phare du centre du règlement retour, c'est de faciliter les recours, c'est les rendre plus simples, avoir des procédures plus simples, dont la suppression du principe du délai de départ volontaire. C'est-à-dire vous prenez une mesure exécutoire contre une personne en situation régulière et il y a un délai de départ volontaire qui peut, pour des raisons d'ordre public, parfois être supprimé. D'ailleurs, le règlement prévoit bien que le départ volontaire, c'est le droit actuel. Hein. On peut toujours avoir un arrêté ou une décision qui est immédiatement applicable. Mais le principe, c'est le départ volontaire. Là, avec le règlement retour, la règle est inversée, premièrement. Deuxièmement, vous avez des moyens pour les forces de sécurité intérieure qui sont renforcés pour mieux exécuter ces décisions de retour. Et notamment, pouvoir avoir des possibilités d'investigation sur les appareils de communication numérique. Ça permet d'obtenir des renseignements,
parfois des photographies de passeport qui sont très utiles pour mener à bien une reconduite, puis surtout des numéros de téléphone parfois pour lutter contre les passeurs. Donc ce sont des règles extrêmement importantes. La création de centres de retour est une des mesures du règlement. La France ne le souhaite pas, on l'a dit clairement, je l'ai dit plusieurs fois au Parlement européen, le président de la République s'est exprimé aussi très clairement là-dessus. Nous ne le souhaitons pas, nous allons évidemment regarder comment ces centres vont se mettre en place. Nous ne souhaitons pas, et s'ils se mettent en place, ce sont dans le cadre d'accords avec des pays tiers. C'est-à-dire que vous avez un pays tiers que vous mettez d'accord avec lui pour pouvoir reconduire des étrangers en situation irrégulière dans cet État. Il faut qu'il y ait un accord d'un pays tiers. Et donc la France souhaite que si ces accords aient lieu, ils aient lieu entre les États membres de l'Union européenne et les pays tiers concernés, donc pas par le truchement de l'Union européenne et pas avec des financements de l'Union européenne. Voilà, c'est simple, c'est notre position. Et nous ne sommes pas favorables à ces centres de retour. Nous ne sommes pas convaincus que ce soit vraiment la meilleure des solutions. Alors c'est évidemment là-dessus que certains disent qu'on regarde le règlement retour en se pinçant le nez. Non, non, la France a été à l'origine, comme d'autres pays, de ce règlement retour et on souhaite qu'il soit appliqué parce qu'il contient des mesures qui vont rendre les reconduites beaucoup plus efficaces.